monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau Pikiti Papote qui marque du coup la rentrée scolaire. Moi j'allais dire la nouvelle année, mais non, c'est scolaire seulement. Donc la rentrée scolaire, et je suis aujourd'hui avec Sarah. Bonjour à tous. Voilà, donc de la chaîne Mrs. Book Yarmon. Mais nous, ce qui nous intéresse là, c'est surtout l'autrice. Donc S.A. Yarmon, comme il y a écrit sur les livres. Exactement. Et on va parler un petit peu de ton parcours pour arriver jusqu'à l'écriture, et puis un petit peu de tes deux romans. Alors moi j'en ai lu qu'un, Mauvais élève. D'habitude je lis tout avant, mais Et là... c'est mon préféré celui-là, tu vois. Bon ça va alors. Mais j'ai pas lu le premier encore, tu m'as dit qu'il était bien pour l'automne, alors je l'ai gardé, précieusement. Et, mais on va déjà parler un petit peu de toi. En plus comme on n'en sait pas beaucoup, je trouve ça super bien. J'aime bien les gens un peu mystérieux, comme ça on apprend plein de choses. Et voilà, donc on va partir un petit peu sur ton histoire familiale. Et moi ce qui m'intéresse, c'est ton rapport avec tes grands-parents. Parce que je trouve que dans tes vlogs, tu parles quand même beaucoup de tes grands-parents. Oui. Et c'est pas commun. Et je voulais savoir si t'étais proche d'eux depuis toujours comme ça. Et parce que j'ai l'impression que c'est eux qui t'ont un petit peu donné le goût des vieux objets, peut-être de la littérature aussi et tout. Et du coup, je me demandais voilà, si t'étais proche d'eux depuis que t'es toute petite ou si ça s'est vraiment noué au fur et à mesure en grandissant. En fait, je pense que on est une famille qui est assez proche les uns des autres déjà géographiquement, Ouais. puisque moi mes grands-parents du côté paternel habitent dans la même rue. Ah, c'est top ça. Là, j'ai acheté une maison qui est à mi-chemin entre chez mes parents et chez mes grands-parents, donc voilà, je suis pas partie très très loin. Et mes grands-parents du côté maternel n'habitaient pas très loin non plus. Mes parents travaillaient, donc moi j'étais beaucoup gardée par ma grand-mère maternelle, mais du coup tous les week-ends on était chez mes grands-parents. Donc j'ai toujours été très très proche d'eux. Et puis mes parents étaient des gens qui étaient moins, toujours chez les copains-copines. Mais moi j'ai ce souvenir de surtout ces samedis soirs d'été où nous on allait à la piscine chez mes grands-parents et puis ensuite on appelait tous les grands-parents, on se retrouvait. Et en fait j'ai plus ce souvenir d'être toujours restée un petit peu en famille, donc je pense qu'il y a ça. Et puis d'un autre côté, je pense que je me suis rendu compte que quand on est à l'adolescence ou au tout début d'adulte, on est très pris par ses projets personnels. On est toujours convaincu qu'on croule sous les tâches, qu'on n'a pas de temps, etc. Et au final, chose très très bateau, le temps avec nos personnes âgées ou même nos parents, c'est toujours du temps qui est compté. Et c'est vrai que moi, mon compagnon, il a perdu sa grand-mère et je pense que ça a été le déclic aussi de me dire bon. Ah oui. Faut que je profite quoi. Faut aussi que je profite et c'est vrai que je le fais de plus en plus et en fait c'est tellement intéressant parce que on est toujours enfermé je pense dans son point de vue et nos grands-parents ils ont toujours des poins de vue différents. Alors il y a des points de vue qui peuvent ne pas plaire parce que voilà. C'est des anciens. C'est des anciens. Mais par contre il y a un aspect de sagesse de vie que nous on n'a pas et que je pense qu'il est toujours intéressant à apprendre et puis moi clairement mon grand-père il me fait mourir de rire. Enfin voilà donc j'ai toujours eu. Moi c'est un personnage à part entière. Vraiment, il a une personnalité incroyable et ma grand-mère aussi avait sa personnalité. C'est aussi avec elle que j'ai pu connaître la littérature, non pas parce qu'elle m'a mis un livre dans les mains, mais parce que elle nous permettait tous les week-ends, en fait, on allait se balader. Et puis à l'époque, quand j'étais petite, les poches, je me souviens, c'était entre 4 et 6 euros. Vrai, c'était pas cher. Et en fait, elle nous disait, voilà, prenez quelque chose. Et en fait, c'est là où je me suis retrouvée devant des classiques et je me suis dit, go, on va en choisir un. Et ça a commencé un petit peu comme ça. Et en fait, ça a été aussi un soutien dans la littérature parce que, non pas dans l'incitation à lire, mais dans la permission de tu veux, tu peux, vas-y, prends un livre, lis. C'était plus il te donnait plus l'opportunité finalement de lire quoi. Exactement. Et on passait un petit peu plus de temps avec eux forcément parce que mes parents travaillaient, donc du coup ils ont participé à ça. Et puis mon grand-père, ça m'a, je pense, aussi permis une énorme curiosité parce que mon grand-père a travaillé dans des salles des ventes, etc. Donc il avait super intéressant, une connaissance incroyable et c'est toujours hyper intéressant de discuter avec eux. Et mes grands-parents maternels, eux, c'est un autre profil parce qu'ils viennent de la Réunion. Ma mamie est d'origine asiatique et tout ça. Donc en fait, ils ont pareil, les légendes, les histoires un peu de leur pays. Et en fait, c'est des livres en fait, humains et du coup, c'est toujours hyper intéressant. Donc c'est pour ça que je prends le temps d'aller les voir, de m'occuper d'eux et puis de leur rendre ce qu'ils ont pu nous donner quand on était petites. Parce que c'est vrai qu'on t'entend souvent en parler. Alors, on ne sait jamais desquels, mais c'est vrai qu'on t'entend souvent en parler. Je vais avec mes grands-parents, je vais avec mon grand-père à la brocante. C'est vrai qu'on t'entend vraiment beaucoup parler, beaucoup plus que de tes parents, par exemple, dans les vidéos. Et c'est vrai que du coup, je trouvais ça super intriguant. Surtout quand on a lu le dernier roman, Millie Davis, avec le Club des grands-mères, là. On se dit que, moi, pendant un moment, je me suis même demandé si tu n'avais pas une grand-mère un petit peu fofolle dans ce genre-là, tu vois, et que tu t'étais inspirée d'elle parce que
parce que ça te faisait marrer et que tu avais voulu créer carrément un groupe de copines. Je pense que Maggie, elle a été un peu inspirée de ma grand-mère, dans le sens où ma grand-mère était un petit peu fantasque comme ça. Elle a eu toujours, enfin moi je sais que des fois des espèces de principes qui étaient super rigolos. Par exemple, ma grand-mère m'a toujours dit, il faut toujours être surhabillé par rapport à la moyenne. Alors c'est pour ça que des fois je rigole et je dis, je suis toujours sursapée quand je vais dans un endroit, mais ma grand-mère, elle prenait l'avion, elle sortait la totale, etc. Et c'est un peu l'image que j'aurais aussi de Maggie qui débarque avec ses diamants, ses grosses fourrures, ses trucs multicolores comme ça pour faire ça. Enfin c'est vrai que c'était assez rigolo. Ma grand-mère, elle a pris des cours aux Beaux-Arts tardivement. Ouais. Donc elle peignait beaucoup, etc. Donc j'ai toujours un peu en tête cet environnement où elle était là avec ses fusains, ses trucs, sa peinture. Ensuite elle faisait la terre cuite, donc je pense que oui, il y a eu un peu... En fait, c'était hyper intéressant parce que ma grand-mère était très jeune par rapport aux autres grand-mères. On est en train de se faire attaquer. Ouais, on se fait attaquer direct. par une guêpe là, c'est l'enfer. C'est terrible. Il faut savoir que c'est une de mes pires phobies et que là je prends énormément sur moi pour ne pas partir en courant. Mais voilà, je pense que effectivement Maggie, elle a été un peu influencée par ma grand-mère. On a une chasseuse de guêpes. Ouais, c'est ça. Mais oui, du coup, en plus, j'aime bien les grands-parents parce que je trouve qu'ils sont toujours un peu barges à leur manière et c'est hyper intéressant en fait avec le recul de les voir et c'est toujours une source d'inspiration. Et je pense que quand on aime écrire au final et quand on aime lire, on aime découvrir ce que les autres ont à nous dire. Et souvent, les grands-parents, ils ont beaucoup de choses à nous dire, donc c'est quand même assez intéressant. Ouais, puis je trouve qu'un roman avec une personne âgée, c'est toujours plus impactant, en fait. Non, mais vraiment, je sais que t'apprécies vraiment moi, ça, c'est un truc que vraiment j'adore. Et je trouve que ça marque tout le temps un roman. C'est toujours un personnage qui va marquer le roman. Enfin, en tout cas, c'est celui que moi, je retiens tout le temps. Et c'est vrai que là, tu nous fais un club de grand-mère. Moi, j'étais aux anges. D'ailleurs, on attend le roman dédié le spin-off aux grand-mères. On veut les grand-mères. On en veut plus. Mais non, mais c'est vachement touchant, je trouve, ce rapport que tu as avec tes grands-parents. En fait, je trouve ça assez chouette, quoi. Et du coup, tes parents sont lecteurs aussi ou pas plus que ça? Pas tant que ça. En fait, j'ai toujours vu mon père avec des BD. Il lisait beaucoup de BD, il lisait des livres aussi, mais c'était pas un rituel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, des fois, avec qui je discute, qui disaient moi, c'était toujours un peu ce truc. Après, on se donnait des livres avec ma mère, etc. Moi, pas du tout. Ma soeur ne lisait pas non plus que ça. Donc, non. Mais encore une fois, je pense que j'ai eu la chance d'avoir un cadre familial qui permettait que la culture, la lecture, ça soit pas quelque chose qui soit oisif et qu'on puisse en fait prendre le temps de le faire. Enfin, moi je sais que par exemple j'avais mes parents, quand j'étais adolescente, je pouvais des fois lire un livre sur une journée, ne pas sortir alors qu'il faisait beau. Oui, ils n'allaient pas te dire va jouer quoi. Ah là là, va jouer dehors, etc. En fait, ils nous laissaient et je pense que ça c'est aussi dans entre guillemets l'égalité des chances qu'on peut avoir. Les parents n'ont pas tous la même vision de la littérature. Pour certains, ça n'a pas d'utilité. Pour d'autres, ça en a. Pour d'autres, pas d'avis. Mais du coup, moi, on m'a permis un peu de faire ce que je voulais. Si je voulais dépenser mon argent de poche à Emmaüs en m'achetant plein de livres, en venant avec des piles comme ça, ils me disaient rien. Encore, t'étais raisonnable. Emmaüs, quoi. On le notera quand même discrètement dans la conversation. Mais du coup, c'est vrai que quand t'as 15 ans, t'as pas la possibilité d'aller craquer en librairie. Mais du coup, c'est vrai qu'ils m'ont permis ça. Et d'une manière générale, j'ai quand même évolué dans une famille qui est assez cultivée. Enfin, voilà, que ce soit sur tout ce qui est l'art, toutes ces choses-là. Enfin, ils ont toujours eu un intérêt pour ces choses-là. Donc, je pense que ça a facilité et ça a préparé le terrain pour ensuite moi-même choisir les points d'intérêt que je pouvais avoir dans la vie. Et du coup, tout ce qui est... Parce que t'es quand même très littérature classique, littérature blanche, contemporaine. Et ça, c'est depuis toujours ? Oui, c'est vraiment depuis toujours. J'ai commencé par là, je le dis souvent, mais en fait, entre mon été de CM2 à la 6e, c'est là où j'ai lu toute Jane Austen, où j'ai lu toutes les Sœurs Brontë. Ah oui, quand même. Et c'est vraiment, voilà, cet été-là, je pense que j'aurais eu d'autres parents, ils m'auraient dit sors de ta chambre, arrête de lire, va dehors. Et on me l'a jamais dit. Et en fait, oui, j'ai lu tout ça. Et puis après, 6e, 5e, je me suis attaquée à la littérature russe. Ensuite, j'ai fait une grande partie des Zola, de Balzac. Et en fait, moi, tous les livres qu'on nous imposait, je me souviens pour mes copains, c'était l'horreur à l'école. Pour toi, c'était génial. Et en fait, c'était génial. Et moi, je me souviens, j'étais du coup le rêve des profs de français parce qu'elle parlait à des classes totalement désintéressées. Et moi, j'étais Pauline d'Alexandre Dumas, je l'ai déjà lu, c'était trop bien. Et en fait, je pense que
peut-être très naïvement, quand j'étais petite, je me disais les classiques de poche, etc. C'est déjà qualitatif en fait. Enfin, j'allais pas chercher ailleurs. Et puis j'étais un petit peu aussi cantonnée au format poche pour des raisons évidemment économiques. Et du coup, c'est comme ça que j'ai lu énormément de classiques. Et c'est peut-être plus tardivement, vers 17-18 ans, où là j'ai lu la littérature blanche contemporaine qui sortait avec des actualités, etc. Avec des auteurs qui m'avaient marqué à l'époque, que je suis toujours encore. Mais c'est vrai que je suis vraiment passée. Tout mon collège, ça a été, je pense, peut-être une grosse partie de lecture des classiques que je relis avec plaisir maintenant. Ouais, puis c'est vrai que du coup, tu as switché vers du contemporain blanc. Ouais. Parce que bon, tu lis un petit peu de fantastique et un peu de thriller, mais c'est quand même anecdotique, on va dire, par rapport à ce que tu peux lire à côté. Ouais, c'est très anecdotique. Bah, c'est vrai que j'aime bien fantastique, c'est vrai que j'apprécie toujours ça. Après, je trouve que là, il y a eu un phénomène où c'est un genre qui est énormément revenu en termes de tendance. Et donc, du coup, on se retrouve à lire parfois toujours un petit peu les mêmes choses. Donc, c'est pour ça que des fois, moi, je me suis calmée parce que, voilà, en fait, vu qu'il y a Personnellement, je trouve que vu qu'il y a un gros aspect de construction du monde, du système de magie, parfois les personnalités des personnages sont pas assez chiadées à mon goût et c'est ce qui peut des fois me déplaire parce que moi j'aime bien quand on va quand même dans le fond des choses. Donc c'est pour ça que je le laisse, mais j'aime toujours lire ça. Et puis les thrillers, alors moi c'est plus, tu vois, Cozy Mystery, ces trucs comme ça que j'aime bien pour les petites ambiances et tout ça. C'est pas un thriller, je suis plus le Cozy Mystery où tu vois, moi ce que j'adore vraiment, c'est les enquêtes 19e, un peu à la Sherlock, ce genre de trucs, ça j'adore. Ouais, puis toi, t'aimes les ambiances aussi. J'aime les ambiances. Voilà. Donc forcément, Cozy Mystery, c'est idéal. Exactement. Parce que là, tu vas avoir forcément une ambiance cottage, une ambiance un peu anglaise, brumeuse. C'est exactement ce que j'apprécie. Et ça passe nickel, quoi. De toute façon, on le sent dans ce que tu présentes sur la chaîne et dans ce que tu écris, en tout cas dans celui que j'ai lu. On va pas faire genre, hein, mais on le sent aussi dans ton livre que c'est ce que tu aimes, quoi. C'est-à-dire, si tu mets des scènes à Édimbourg, c'est pas pour rien non plus. Tout à fait, ouais. C'est que c'est des choses que tu aimes aussi, quoi. Oui, et puis c'est aussi ce qu'on a construit avec la maison d'édition. Enfin, c'est une parenthèse, tu vois, nous on dit on est plus une maison d'édition d'ambiance que de genre. On n'a pas un genre, alors on a des genres sur lesquels on ne veut pas travailler, mais encore une fois, moi, quand j'ai pensé les éditions en Levant, je voulais qu'on retrouve cette ambiance et que, un petit peu, tu vois, cette fibre qu'on peut avoir chez Gallmeister, tu sais à quoi tu vas t'attendre en fait quand tu ouvres un livre Gallmeister. C'est très, très typé sur ces ambiances un peu pesantes, d'américaine profonde, de déchéance du rêve américain, tout ça. Tu sais à peu près où tu peux aller. Alors, tu as aussi les grands espaces, mais tu as cette ambiance un peu générale et moi, c'est ce que je voulais apporter, tu vois, dans la littérature, de dire j'ai envie de me plonger dans cette ambiance-là, je sais que je vais aller vers les éditions. Mais c'est bien aussi, hein, les maisons d'édition bien définies comme ça, parce que moi, je pense par exemple à Faubourg Marigny, c'est celle que je dévore en ce moment, et clairement, tu sais, quand tu prends leur roman, tu sais vers quoi tu vas. Tu sais qu'il y aura une double temporalité, tu sais qu'il y aura une partie historique, tu le sais en fait. Et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir se diriger, en fonction de ton envie, pouvoir te diriger vers une maison d'édition, c'est assez cool en fait. Ouais. C'est rassurant, puis pour le lecteur, il y a un sentiment un petit peu familier, je trouve ça intéressant. Ouais, puis ça fait des pelles, des petites étagères, c'est joli. Et du coup, au niveau écriture, tu as commencé à écrire plus jeune, genre dès que tu as commencé à lire, tu t'es dit « Ah, trop bien, je vais essayer de créer mes histoires » ou c'est juste à un moment où, je sais pas, tu t'ennuyais et tu t'es dit « Vas-y, j'essaye », parce que ça arrive aussi, ça. Donc, Oui, tout à fait. Non, moi, j'ai toujours un peu écrit. Tu vois, dans le livre, il y a une anecdote avec Rima Douche, et une pomme de douche qui va être une star de BD. C'est vraiment mon histoire. D'accord. Voilà, c'est le truc qui fait le plus rire ma sœur. Je pense qu'à mon mariage, ça ressortira. En fait, mon grand-père avait débarrassé un endroit. Et il avait retrouvé des vieux menus, tu sais, de restaurants sur lesquels on écrivait à la main, en fait, et ça faisait des petits feuillets. Alors, je me suis dit, waouh, exceptionnel, c'est un support incroyable. Donc, j'avais collé tous les trucs, tu vois, pour avoir plusieurs pages. Et j'avais fait cette fameuse BD de Rima Douche, cette pomme de douche. Donc, voilà, c'était... Mais tu as commencé par la BD, du coup. J'avais commencé par la BD, par écrire des petits trucs. J'adorais, tu vois, écrire des cours d'histoire, tu vois, dans les cahiers, etc. Et puis, en fait, ça m'a toujours suivi. J'ai toujours écrit avec des périodes un peu plus machin. J'étais passée des fois par de la poésie. Ensuite, j'ai toujours tenu un peu un espèce de journal aussi où j'écrivais. Enfin, ça a toujours été là. Ça a toujours été sous-jacent et j'avais toujours eu envie d'écrire et de coucher sur le papier plein de choses, que ce soit mes histoires, ce que je vivais ou pas du tout, ce que j'inventais. Mais par contre, vraiment, il y a eu un moment de déclic en mode... Maintenant, on termine un projet, en fait. On arrête de commencer des choses et c'est tout simplement le confinement où, comme beaucoup de personnes, j'ai rangé plein de trucs chez moi. J'ai retrouvé un disque dur avec genre 5 ou 6 fichiers de début de roman. Ah oui. Ensuite, j'ai retrouvé des cahiers quand j'étais petite, etc. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'abandonne? Et il y avait plusieurs points de réflexion. Le premier, c'était qu'il y avait quelque chose de beaucoup trop
introspectif, qui touchait presque à quelque chose de très cathartique. Et en fait, j'étais pas prête à moi faire ce travail-là à ce moment-là. Donc au bout d'un moment, quand ça devenait un petit peu trop chaud pour mes fesses, je me disais, allez, c'est bon, je laisse, je réfléchirai sur moi-même à un autre moment, je m'en vais. Donc souvent, c'est ce qui se passait. Et sinon, c'était aussi il faut peut-être une discipline différente, que commencer une histoire, ça implique une telle énergie, une telle imagination, mais que terminer, avoir une constance dans l'écriture, c'est une autre discipline. Et je pense qu'en fait, en réalisant tout ça, je me suis mis en objectif pour mon premier livre de le terminer. Ouais. Et je me suis dit, on va prendre quelque chose qui ne me concerne pas, qui est léger, où il n'y a pas de sentiment. Et c'est pour ça que je me suis dit, écris une comédie que tu auras envie de voir au cinéma ou ce genre de choses. Et c'est parti comme ça et je l'ai terminé. Et à l'inverse, Le cœur sanguin de Millie Davis, ça a été totalement différent parce que c'est revenu sur le même process, on va dire, d'organisation. C'est-à-dire, voilà, je me laisse tant de jours, j'écris tant de trucs et je m'impose ça. Mais d'un autre côté, c'est rentré dans un aspect super personnel, intime, etc., que je n'avais pas du tout imaginé au moment où j'avais pensé écrire cette histoire. Oui, parce que toi, alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais Sarah écrit vite. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va mettre 1 an à écrire un roman. Elle aime bien passer 30 jours de sa vie enfermée complètement chez elle pour écrire. Tout à fait, ouais. C'est un process qui est complètement différent. C'est vrai que moi, quasiment tous ceux que j'ai interviewés pour le moment, c'était vraiment des auteurs qui passent 1 an sur leur texte, tu vois. Et c'est vrai que toi, tu as une façon de procéder, mais qui est totalement différente, quoi. Ouais. C'est assez impressionnant de se dire que tu vas te mettre sur 1 mois et demi pour y bûcher à fond, et puis c'est fini. Après, Le cœur sanguin de Millie Davis, je l'ai écrit en 3 semaines. Mais tu faisais que ça, quoi. Ouais. C'est fou. J'étais en arrêt maladie et je faisais que ça. Je me laissais le dimanche. Je crois que je me laissais dimanche. Marion, est-ce que je me laissais le dimanche ? Pas sûr. Ouais, bon, voilà. En fait, Marion l'a lu en feuilleton tous les jours. Je lui envoyais ce que j'écrivais. Mais du coup, je l'ai lu, je l'ai écrit en 3 semaines. Et en fait, je pense que je suis quelqu'un d'assez obsessionnel. Quand je me lance dans quelque chose, quand je fais quelque chose, tu vois, c'est par exemple si je décide un jour à 20h de faire un rangement de bibliothèque, je sais que j'en ai pour potentiellement 4 heures ou 5 heures. Oui, tu vas quand même t'y mettre, quoi. Il faut que je termine. Mais je suis comme ça pour absolument tout. Si, je sais pas, je veux me tricoter une écharpe, même si j'ai mal au poignet, et franchement, si Vina, ma kiné, passe par là, elle va péter un plomb. Mais je le dis clairement, je ne peux pas m'arrêter, même si j'ai mal, j'ai envie de finir. Et donc, je pense que c'est peut-être un côté un peu névrotique chez moi, mais je fonctionne de la même manière quand j'écris. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être ce truc, je fais de l'analyse à 2 balles, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc de te dire que, comme dans le passé, tu n'allais jamais au bout d'une histoire, que si là, tu l'étales trop dans le temps, tu risques de pas aller au bout ? Peut-être aussi, peut-être qu'inconsciemment, il y a ça, peut-être. C'est vrai que j'avais jamais pensé, mais je pense qu'en fait, au bout d'un moment, tu es tellement pris dans ton histoire que vu qu'en plus, moi, tu vois, je vis beaucoup dans ma tête, enfin, j'imagine toujours les trucs, je fais vraiment vivre l'histoire avant de l'écrire. Je pense que je suis tellement dedans qu'au bout d'un moment, je ne me vois plus faire autre chose. Enfin, même si je suis en train de tu y penses tout le temps, en fait. J'y pense tout le temps et j'ai besoin de coucher sur le papier. Et en fait, je pense qu'au début, tu vois, souvent ça se passe comme ça, je me mets un petit quota de mots, je me dis, bon, voilà, tu fais tant par jour, etc. Au début, je vais faire le quota de mots, ensuite un petit peu plus, ensuite un petit peu plus. Et en fait, au tout début, peut-être les 3-4 premiers jours, j'arrêtais d'écrire vers 15-16 heures. Et ensuite, sur les derniers jours, je faisais du presque 7h30, 21h, parce que ça coulait. Et c'était un peu presque automatique, parce que tu vois, nous, sur la correction qu'on a fait et qu'on a travaillé avec Marion, sur la fin, il n'y avait presque pas grand-chose à changer. C'était presque plus sur le début où j'étais un petit peu rouillée. Et en fait, après, ça tournait tout seul. Donc, je pense que, en fait, je suis pris un peu, tu vois, emportée par... Tu te fais presque dévorer par ton projet, en fait. Un petit peu, je me fais... en fait, je me souviens, et c'est vrai que ça a été totalement différent, les 2 écritures. Celui-ci, ça a été hyper impactant. Enfin, moi, je me souviens d'écrire à la fin une lettre, la dernière lettre qu'il y a dans le livre, de l'écrire en larmes, en n'arrivant pas Enfin, vraiment, en étant impliquée émotionnellement dans ce projet. Et à la fin, quand je l'ai terminé, j'ai eu 2 semaines de vide où je me sentais... Bah oui. Tu vois, je me sentais orpheline, je me sentais très vidée de ce que j'avais à faire. Et donc, je pense que oui, j'ai été emportée. Tu vois, de la même manière, il y a beaucoup de personnages qui ont pris une importance qu'ils n'avaient pas du tout au début. C'est vrai qu'on en avait discuté. Par exemple, Daria, qui est un personnage dans le livre. C'est une petite mamie. Ouais. Qui n'était pas du tout prévue comme ça. Daria, c'était limite un tiret sur un carnet. Et en fait, elle a vécu une telle histoire que sa propre histoire, j'ai envie de l'écrire maintenant. Et donc il y a plein de choses comme ça qui m'ont surpris. Je me suis mise à aborder des thèmes où au final, je n'avais pas du tout projeté de les aborder.
Et j'ai eu vraiment un processus d'écriture qui est magnifique. Je le dis dans la note d'autrice que ça a été vraiment je pense que ça a été presque un processus un peu de guérison, de soin au final d'écrire ce livre. J'en garde vraiment un souvenir ému, tu vois, de l'écriture, de la fin et de ce moment où je me suis dit... Ouais, finalement, c'est peut-être le roman, pour l'instant en tout cas, qui va te marquer, qui te marque vraiment humainement dans sa réalisation. Ouais. Quoi. Je pense... Alors après, voilà, on peut pas préjuger et prévoir de ce qu'on va faire, mais je pense effectivement que celui-là, il aura un impact parce qu'il a été vraiment en plus dans un tournant de ma vie. Ça a été vraiment le moment un peu... moment charnière au final. C'était le moment où je me rendais compte que j'étais pas forcément faite pour ce pourquoi ça faisait 10 ans que je faisais des études. Ça a été le moment où je prenais en compte le fait que toutes les petites particularités que j'avais eues, que j'avais pu cacher, au final, ça n'avait aucun sens de les cacher. Et si on les cachait, c'était un petit peu contre-productif pour soi-même. Donc, c'est les moments où j'ai accepté que 10 années d'études de droit, c'était pas forcément une obligation de poursuivre dans un milieu qui nous convient pas. C'est à ce moment-là où je me suis dit, je suis comme ça, j'ai besoin d'avoir Marion pour me rassurer sur une vidéo. Et c'est pas grave, je le dis en rigolant. Tu vois, c'est tous ces trucs-là, en fait, ça a été toute une réalisation. Et derrière, tu vois, il a été posé, il a soufflé. Alors moi, ça a été de pire en pire ensuite dans le reste jusqu'à ce que vraiment je quitte le milieu des avocats. Mais il a entamé un processus. Il en a terminé un, tu vois, peut-être le processus d'acceptation de mes différences, de mon tag, de toutes ces choses-là, tu vois, tout ce que j'ai pu aussi entreprendre avec mon psychiatre et découvrir sur moi, etc. Ça a été d'une part, tu vois, la fin d'un process d'acceptation et d'autre part, en fait, le début d'un autre qui a été, maintenant, en fait, papa, maman, chérie, je vais être auteur. Je serai pas avocate et voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, il a vraiment marqué quelque chose. Et je pense que dans les autres histoires que j'écrirai, il y aura toujours un peu d'intime. Parce que pour moi, je pense que l'œuvre aura du mal à être totalement déconnectée de ce que je suis, ce que je pense, que je ressens et mes tendances, mes envies du moment. Mais peut-être pas à ce point-là, vraiment. Ouais, c'est vraiment, il est clé, quoi. Je pense que tout auteur a autrice, je préfère ce mot-là, mais tout le monde tique. Bon, je vais garder autrice. Toutes les autrices ont un petit peu ce truc à un moment donné. Et c'est pas forcément le livre qui va se vendre le plus, le livre qui va être le plus connu ou je ne sais quoi. C'est vrai tout le monde a un livre qui va marquer son parcours. Et toi, en plus, pour le coup, il te marque en tant qu'autrice, il te marque en tant que créatrice de maison d'édition et en tant que personne, quoi. Donc, il y a vachement de casquettes, Oui, il a beaucoup de casquettes, effectivement. Il y a beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Dis donc, le pauvre, quoi. Et du coup, au niveau de ton process d'écriture, du fait que tu écrives sur une si petite période, tu te fais un plan, quelque chose, où tu sais, je suppose que de toute façon, ton histoire elle est déjà construite dans ta tête, mais du coup, tu y vas comme ça et t'écris, quoi. En fait, il y a toute une phase un peu de préparation où j'ai besoin d'être un peu immergée dans l'univers. Donc souvent, c'est un moment où je ne vais pas lire. D'accord. Tu vois, par exemple, je sais que Julien Rampin, lui, quand il écrit, il lit que des thrillers, parce que justement, il est passé par ce qu'il écrit, ouais. Moi, je sais que pendant un moment, je mets en pause tout ce qui peut être influence audiovisuelle, lecture, toutes ces choses-là, et je me baigne dedans. Donc, il y a des moments, tu vois, où je peux être assise comme ça. Il se passe rien, mais dans ma tête, je suis dans l'endroit, tu vois. Je vis le truc, alors voilà. Donc si un jour vous la voyez bugger comme ça, c'est qu'elle prépare le prochain roman. Tu sais, c'est un Sims qui est en bug comme ça. Bon, mon compagnon a vraiment du courage. Mais du coup, tu vois, il y a des moments où j'ai besoin d'être immergée comme ça dedans. Et je vais commencer à faire un processus. Donc, tu vois, par exemple, pour mon tout premier, j'avais fait pareil, des moodboards, des influences, etc. Mais ça a été fait très vite, tu vois, ça a été un peu balayé du revers de la main. Et je me suis dit, bon, allez, maintenant on attaque. Pour LCS, j'ai mis un petit peu plus de temps parce qu'il y avait aussi plus de complexité dans l'histoire propre des personnages qu'ils étaient. Tu vois, par exemple, les parents, ils ont leur histoire à part entière. La sœur a son histoire à part entière avec son compagnon. Je voulais vraiment qu'on ait une construction et que ça soit pas juste, tu vois, des espèces de personnages, tu les vois, ils sont très beaux, tu les pousses et tu te rends compte que c'est un carton vide, tu vois. Je voulais qu'ils aient aussi une consistance en tant que personnage et donc ça a mis un petit peu plus de temps. Mais du coup, tu crées, je sais pas, parce que je sais que moi, il y a quelques temps, je faisais des espèces de fiches personnages où je créais une histoire propre à chaque personnage, même si elle apparaîtrait pas dans le truc, c'était juste pour que moi je sache qui ils sont. Est-ce que tu te crées vraiment quelque chose par rapport à chaque personnage ou c'est juste dans ta tête, tu te dis ok, Daria, elle a vécu ça, comment je vais l'exploiter plus tard et puis tu te le mets dans une petite case
Bon, faut avoir plein de cases dans sa tête, hein. Mais tu te le mets dans un petit coin et puis t'enchaînes ou vraiment tu te prends des carnets, quelque chose ou rien du tout. J'ai mon carnet d'écriture qui est épais comme ça, tellement il y a des trucs collés dedans. Et en fait, oui, j'ai fait petit à petit, mais tu vois, il y a des trucs au début, je les ai pas fait, comme je te disais. Au début, Daria, c'était un tiret. Puis au final, Daria, elle a eu besoin d'avoir toute une partie d'écriture parce qu'il y avait son histoire qui s'est écrite. Donc, il y a des bases, si tu veux, tout est un peu posé. Je sais où je veux aller, mais par exemple, moi, j'avais pas imaginé... Enfin, la fin, je l'avais pas. Je savais pas comment mon roman allait se terminer. Il y a des personnages, je savais pas encore ce que j'allais en faire. Mais si tu veux, ils ont un peu pris la voie qu'ils avaient envie de prendre pendant l'écriture. Et il y en a beaucoup dont le destin m'a surpris, tu vois. Et c'est vrai, quand je dis ça, mon chéri me dit, mais c'est toi qui l'as écrit, donc c'est toi qui as décidé. Ouais, mais c'est au fur et à mesure. Non, je maintiens qu'ils ont pris leur envol tout seuls, qu'ils ont choisi ce qu'ils voulaient faire. Et vraiment, il y a des... Et c'est pour ça que, tu vois, Daria, j'ai toujours un sentiment hyper ému quand je pense à elle, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une personne autonome en fait de mon imagination et que elle a eu sa vie. Enfin vraiment, elle n'a pas du tout été pensée comme ça et c'est pas un atout marketing, c'est vraiment un truc que j'ai vécu puisque Marion l'a vécu écriture après écriture, construction après construction des choses. Elle a vraiment pas été pensée comme ça. Et au final, c'est pour moi aussi une des plus belles histoires qu'il y a dans le roman à l'intérieur. Et donc vraiment, j'ai des pistes quand je commence à écrire. Mais si tu veux, il y a un truc, c'est un instinct. Et je me souviens que j'avais eu ça faisait des jours et des jours. Et là, je me dis, ok, bon, maintenant, j'attaque. Tu vois, je sens que j'ai l'instinct de me dire, allez, go, c'est bon, c'est parti, c'est le moment où il faut commencer, on y va, et on verra ensuite. Et c'est quelque chose qui te rassure d'envoyer tes rushs, oui, je parle en vidéo, mais tes petits morceaux d'écriture, bon là, en l'occurrence, à Marion, mais c'est quelque chose qui te rassure. Tu l'avais fait pour le premier aussi, de le faire lire au fur et à mesure? Non. C'est juste pour le... En fait, c'est juste pour Milly Davis et c'est aussi, tu vois, ce livre, il a, comme on disait, beaucoup de casquettes, il a des aides personnelles, etc. Mais je pense qu'il a aussi sacralisé quelque chose entre Marion et moi. Enfin, Marion, ça a été ma correctrice au tout début parce que je suivais son compte depuis des années, donc par un soir d'automne, qui n'était pas par un soir d'automne, c'était les lectures de Marion avant, je crois. Et en fait, moi, je regardais ses posts quand j'étais à la fac de droit, j'avais même pas de Bookstagram et tout, mais j'appréciais ce cadre qui était, tu vois, consacrer le bonheur d'être chez soi, d'être seul, de vouloir juste jouer à la Switch, etc. Chose que on n'avait pas trop parce que tu vois, quand tu es avec des gens du domaine du droit, souvent ça tourne un peu autour des mêmes choses. Et en fait, Marion a été ma correctrice sur le premier, on est devenues copines et en fait, on s'est... Enfin, moi, je me suis vraiment retrouvée un peu comme avec une âme sœur où je me suis dit, on est pareil, je me sens comprise, etc. Et en fait, la préparation de mon roman, c'était aussi pendant mon arrêt maladie, tout simplement. C'est des moments où j'avais plein de questionnements et celle qui m'apportait les réponses, ou en tout cas qui m'apaisait dans les réponses, c'était Marion. Et en fait, c'est comme ça qu'au final, je lui ai envoyé petit à petit parce que... ça s'est fait naturellement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je referais, tu vois, si j'écrivais, mais ce moment-là, ça a été un moment, ça a vraiment été une bulle. Et quand je dis que c'est une bulle, ça a été une bulle avec mes personnages, mais ça a été aussi une bulle avec Marion. Et je me souviens, quand j'ai dû retourner au travail, on était dégoûtés parce qu'on s'est dit on ne pourra plus passer nos journées à s'écrire comme ça, dès le réveil, à tout réfléchir. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là. Donc c'est pour ça que Marion les a lus petit à petit. D'accord. Mais j'aurais pas... c'est pas quelque chose, si tu veux, dont j'ai besoin, moi, dans mon écriture. C'est pas un mécanisme qui te rassure, quoi. Non. C'était vraiment lié là à la situation c'était particulière. Ça a été, je te dis, notre parenthèse, ça nous a construite. Et puis ça fait que, d'une rencontre Instagram, c'est Mademoiselle d'honneur. Et c'est mignon. C'est la personne en qui, tu vois, j'ai le plus confiance, en qui je vais voir le plus, donc... Arrête, tu vas pleurer. Ouais, je le sens, la voix, elle tremble un petit peu. Et du coup, sur ton livre, une fois qu'il est fini, tu l'as mis dans les mains de ton chéri, tes parents, tes grands-parents, ou t'as attendu et tu t'es dit non, on va voir après? Et pour celui-ci, j'ai assez attendu, il me semble. J'ai attendu qu'on fasse un tour de correction avec Marion, il me semble. On a fait un tour et ensuite je l'ai donné à mon chéri, à mes parents. Et on se sent comment à ce moment-là? C'est un truc qui m'intrigue. C'est horrible, hein, franchement. Parce que, je sais pas, ton chéri, il l'a lu devant toi, genre dans la chambre, il est en train de lire le truc, toi tu passes et t'es là. Ça doit être horrible comme situation. En plus, tu vois, genre moi, je sais pas, je suis un peu... je me dis, mais dedans, il y a une histoire d'amour, est-ce qu'il va se dire tu vois, je suis toujours comme ça, ou genre, je sais pas, il y a des scènes intimes, tu vois, dans le livre, c'est pas ce qu'il y a le plus, et c'est pas non plus détaillé comme dans 50 Shades of Grey, tu vois, mais il y a quand même des scènes d'intimes. Je me dis, mais j'ai pas envie que mon papa, il lise ça quand même.
ça va être quand même un peu tendu. Donc tu vois, il y a des trucs comme ça, je dis, je ne veux pas savoir, genre ne dites pas. Et ma mère, elle l'a lu, mais elle l'a lu très longtemps en fait. Elle me disait, j'ai pas envie que ça se termine, donc elle lisait un chapitre de temps en temps, et puis elle attendait et tout ça. C'est rigolo. Et non, mon chéri, lui, l'a lu assez rapidement, mais il me disait pas. Tu vois, il était sur son ordi, lui, parce que c'était un PDF à l'époque, il lisait, je me disais, bon, bah voilà, mais il était en train de le lire, donc je le savais. Ah, c'est cool ça. Ça fait beaucoup moins de stress. Bah ouais, c'est vachement de stress, quoi. Surtout quand c'est des gens proches, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Le jugement est toujours plus important et... Ah bah oui, c'est clair. C'est ardu, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu travailles sur un autre manuscrit actuellement ou pour l'instant, Hurlevent prend toute ton énergie? Pour l'instant, Hurlevent prend toute mon énergie. Vraiment, j'en prends même trop. Il n'y a plus d'énergie, mais non, en ce moment, j'ai pas le temps et... En fait, je pense que encore une fois, tu vois, il faut que j'ai l'espace mental nécessaire pour pouvoir être immergée là-dedans. Et là, je l'ai pas. Oui, tu penserais constamment à ce que tu as à faire à côté. Ouais, c'est pas possible. Enfin, là, techniquement, je vois pas comment c'est possible parce qu'on a un lancement, parce que c'est notre première entrée littéraire, parce qu'on travaille sur plein de choses. On travaille sur un roman qui va sortir en octobre, un autre dont on tait pour le moment la date, mais sur lequel on travaille aussi. Et ensuite, il y a 2023, ça sera vraiment... Tu vois, on va approcher, on va terminer notre première année. Il y a beaucoup de choses clés à faire sur notre première année. Et qui dit première année dit énormément de premières fois. Et les premières fois, ça demande toujours une énergie considérable, une énergie hyper différente parce que c'est normal, tu es toujours dans l'apprentissage, parce que comme je le disais, moi j'en parle dans mes vlogs, je me questionne toujours sur le management. Est-ce que je suis une bonne personne pour manager, pour répondre aux interrogations de Marion ou Alexia, tout ça. Donc il y a toujours un apprentissage. Donc je pense qu'avant la première année, c'est impossible que je retourne à l'écriture parce que j'ai pas l'espace mental nécessaire et parce que mine de rien, en tant qu'éditeur, éditrice, tu as quand même une implication sur le manuscrit des autres. Et donc, au final, ça te prend quand même une énergie créative qui, du coup, n'est pas au service de la vie. Tu peux pas la prendre pour toi, quoi. Ouais. Non, clairement. Mais du coup, parce qu'il y avait un moment, tu envisageais une suite à... J'arrive pas. Voilà, c'est ça. J'oublie toujours un mot. C'est une catastrophe. Il y avait une suite qui était peut-être éventuellement prévue, non? Ouais. Ça fait toujours partie de mes projets. Je pense que le projet, ça serait de le retravailler. Parce que ce que j'ai écrit à l'époque, je pense que... moi, je suis la spécialiste quand je relis mes manuscrits et que je vois des phrases, je dis « moche ». Moche. Tu vais me tenter un Marion, c'est ce qui fait beaucoup rire. Je dis moche, horrible. Des fois, je change, mais naze. Parce que je me suis trop répétée. Mais du coup, je pense que si je le reprenais, ça serait partout comme ça. Parce que je pense que mon écriture a... ça a évolué, quoi. Oui, ça a évolué. Et puis, tu vois, j'étais tellement dans une optique d'écrire une comédie, quelque chose de léger. J'ai moins, je pense, laissé la part de poésie. Parce qu'à chaque fois que tu touches à la poésie, tu touches au sentiment, donc tu touches à l'intime. Et donc, je pense que vu que j'étais en mode... je finis le truc, mais surtout, je ne rentre pas dans l'intime. Je pense qu'évidemment, à AGS, on est totalement dépourvu et que l'écriture est bien mieux. Et c'est pour ça que je te disais, concentre-toi sur le set, c'est mieux. Mais oui, du coup, je pense que je le retravaillerai et effectivement, j'apporterai peut-être une suite parce qu'il y a encore des personnages qui ont des histoires à vivre et qui sont là dans ma tête, mais qui viendront. C'est chouette, ça. Ouais. C'est cool, quand même. Et Amour, gluten et sororité ressortira jamais à Hurlevent? Remarque, c'est pas la même ligne éditoriale aussi. C'est pas la même ligne éditoriale. Avec un retravail, pourquoi pas? C'est quelque chose qu'on nous propose beaucoup. C'est vrai que je sais pas trop quoi faire de ce manuscrit, parce qu'en fait, je reçois presque tous les jours où est-ce qu'on peut l'acheter, où est-ce qu'on peut le prendre. Mais en même temps, là, en tant que tel, il rentre pas dans la ligne éditoriale des éditions Hurlevent. Donc voilà, je suis un peu... parce que je sais que on m'a demandé si tu en avais écrit un autre, et puis il ne trouvait pas, donc c'était un peu compliqué. Il existe. Il existe, il y a une petite quantité, il y a peut-être un marché noir encore de revente. Il y a un trafic sur Vinted. D'occasion, il doit y en avoir, donc il ne faut pas hésiter à regarder. T'arrives du coup, c'est ce que je pose beaucoup comme question à ceux qui sont sur les réseaux, tu arrives à différencier la booktubeuse et l'autrice assez facilement, ou tu trouves que la barrière est difficile? Je parle par rapport au rapport que tu peux avoir avec les lecteurs, etc., qui sont avant tout finalement ta communauté aussi, de toute façon, soyons clairs. Est-ce que tu arrives à maintenir quand même une différence entre les deux personnes ou En fait, je pense que c'est pas tant à moi de le faire qu'aux autres. Parce que le truc que tu peux avoir en fait quand tu as des lecteurs, moi je sais que par exemple ce que j'avais eu pour AGS, j'avais beaucoup de gens qui me venaient et j'avais des trucs totalement dingues. Je me souviens de Nana qui m'envoyait un PDF complet pour critiquer mon bouquin et m'expliquer ce qui allait pas, etc.
Et t'es là, Ils ont du temps quand même. Hein. Est-ce que tu ferais ça avec une autre personne? Je suis pas certaine. Après, t'en as beaucoup qui disent oui, bah pour quelqu'un qui critique les livres, nanana. C'est ça, ouais. Et donc ça, en fait, je pense que toi, en tant qu'auteur, autrice, c'est pas trop toi qui le fais. Je pense que c'est plus à ta communauté de le faire et de prendre en compte que tu peux avoir un regard critique, mais comme pour beaucoup de personnes, le regard critique, il est toujours difficile à s'appliquer à soi-même. Enfin, moi, je sais que j'avais quelqu'un qui m'avait dit mais pourquoi tu présentes pas ton livre? Et je disais je trouve ça très bizarre. Je vais pas faire une chronique de mon propre roman. Enfin, il y a quelque chose un peu de particulier là-dedans. Donc ouais, pour moi, c'est pas tant à moi de le faire qu'aux autres et de se dire, même si elle peut avoir un regard critique, même si moi j'ai adoré ce roman et qu'elle, elle l'a pas aimé et qu'elle l'a critiqué, ça n'empêche que ce que elle écrit, ça peut être différent. Enfin, et de toute manière, je pense que ça reprend un peu sur ce que je dis régulièrement. Faites-vous toujours votre propre esprit critique, analysez vous-même quelque chose qui me plaît déjà à l'instant T, peut-être qu'il ne plaira pas dans 2 ans et peut-être que vous allez le détester parce que ça, comment dire... j'ai pas le mot, comment on dit, ça trigger, tu vois, ça atteint trop. Ouais, ça confronte des trucs personnels où moi, personnellement, je ne serais pas du tout touchée et la personne peut l'être. Donc en fait, il faut toujours remettre les choses en question et me dire, tout est subjectif en fait. Enfin, moi, je pense que tout est absolument subjectif. Déjà, rien que le moment où tu lis le roman va changer complètement les choses. Ça change ta perception. Donc, le moment où tu l'écris change aussi ta perception. Et voilà, donc je pense que c'est un peu compliqué quand toi, tu es autrice parce que justement, et que tu es booktubeuse, parce que tu passes ton temps, tu parles des livres des autres, tu dis ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Et donc, du coup, les gens, ils t'attendent un peu au tournant. C'est ça. Ils t'attendent un petit peu au tournant, donc ça peut être une certaine pression. Et je pense que c'est aussi, et tu vois, quand j'ai vu Angie, donc Madame Chachali, on en discutait, elle me dit, je pense aussi c'est ça qui t'a fait prendre beaucoup de recul sur les réseaux, parce qu'au final, c'était pas très longtemps après la sortie de mon premier roman. Mais t'es pas la seule à avoir pris finalement du recul. Parce que Juju, il a fait pareil, hein, il est moins présent. Hein. Et je pense que ça se trouve, vous le faites même pas exprès. Quoi. Mais non, je pense que c'est quelque chose d'assez instinctif. C'est peut-être aussi un besoin de repli sur soi, parce qu'au final, on se livre beaucoup dans un roman, et à un moment donné, t'as besoin de... peut-être d'être un peu tout seul. Alors moi, c'est vrai que j'ai eu des problèmes perso à ce moment-là qui ont aussi influencé tout ça. Mais je pense que voilà, là, c'est vrai que tu vois, je le fais parce que j'ai la maison d'édition et que j'ai aussi cette casquette-là, finalement, d'éditrice. Mais si j'avais pas eu ça, peut-être que j'aurais sorti mon livre en auto-édition et qu'après, je serais retournée dans ma grotte tranquillement en attendant. Et du coup, le fait d'avoir ce roman qui est le tien, qui du coup est aussi le roman qui lance ta boîte, est-ce que tu arrives quand même à savourer la sortie de ton roman en tant qu'autrice et pas en tant que directrice de maison d'édition? Parce que c'est pas du tout la même chose. Ouais. Et est-ce que tu arrives quand même à savourer ce moment-là en mode juste je suis l'autrice et je kiffe parce que les gens sont en train de le lire et ils adorent et tu arrives à vivre ça bien ou tu as quand même au fond de toi toujours ce truc de c'est bon, ça plaît, ça veut dire qu'il va y avoir des ventes, ça veut dire qu'on va pouvoir continuer parce que instinctivement c'est logique, tu montes une société, tu as envie que ça perdure et que ça avance quoi. Et là tout se joue là-dessus aussi pour la suite. Oui. Donc voilà, est-ce que du coup tu arrives vraiment à... Non, pas trop. Ouais, c'est dur. Hein. Déjà d'une part parce que je suis hyper... je sais que je suis assez odieuse envers moi-même, je suis toujours très très critique. Enfin, tu vois, je le disais, les moches, les nazes, mais vraiment ça peut être des trucs où... Tu vois, à quelques jours de mettre à l'imprimeur, je me suis dit, je ne veux pas faire ça, je vais faire couler la boîte en fait. C'est juste pas possible de reposer là-dessus. Enfin, j'étais vraiment panique, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Donc déjà, moi, j'ai du mal à savourer mes propres accomplissements parce que c'est personnel, parce qu'il y a des gens qui sont très critiques envers eux-mêmes, il y a d'autres qui arrivent à accepter les compliments de soi, moi, pas trop. Mais c'est vrai qu'en plus, avec la maison d'édition, je pense plus à ça qu'au reste. Tu vois, là, par exemple, on s'est rendu compte qu'on a de nos ventes, du chiffre là, actuel de nos ventes, et je me suis dit, tu vois, c'est nos ventes. Oui. Mais c'est mon livre. Pardon, c'est ça, c'est... Non, mais oui, c'est ton livre. Ouais, c'est mon livre, c'est moi qui l'ai écrit, et du coup, j'ai un peu tendance à oublier. En fait, tu vois, je dis, on a vendu, et en fait, c'est... mon livre, enfin tu vois, la manière déjà dont je l'aborde, c'est toujours d'un point de vue les filles, on a fait ça, et en fait je me dis... Tu vois, tu l'abordes par le biais de la maison d'édition, en fait. Des fois, et là, en fait, c'est pour ça que j'ai réalisé, je me dis, en fait, il faudrait que je prenne un petit peu de temps et que je me dise, ouais, mais en fait, c'est ton histoire qui a été lue tant de fois, c'est toi qui l'as écrit, donc oui, il y a un travail de la maison d'édition, il y a un travail éditorial, mais c'est aussi la base de ton texte. Mais ça, du coup... C'est un travail, je pense qu'il faut que je fasse sur moi. Tu vois, c'est pareil, j'ai du mal des fois à présenter mon livre. Et il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a dit sur YouTube, c'est trop bien que tu parles de ton livre. Enfin, tu le fais pas trop. Tu parles de ce que tu fais avec Pur le Vent, mais tu parles pas trop de ton livre. Et je pense qu'il y a d'une part une partie de timidité
Et puis d'une autre part, je pense que oui, je suis vraiment là-dedans et des fois j'ai du mal à ressortir de ça parce qu'on s'est vraiment... en fait, je pense que oui, les éditions Le Vent ont vraiment... ont un peu fusionné presque avec LCS parce que c'était le premier, parce que c'était tout ça. Donc, il faut... donc, c'est aussi pour ça, tu vois, que je fais des lives et que j'essaye de dépasser ma timidité, de m'exposer pour en parler parce que, voilà, c'est mon histoire. Et puis, Oui, c'est ton roman aussi avant d'être le produit de la maison d'édition. Oui, tout à fait. Je sais que ça choque certains, mais un livre est un produit. Je suis désolée de vous le dire, mais voilà, mais c'est avant tout c'est avant tout ton roman, quoi. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de savourer ça. Et aujourd'hui, le jour où on tourne, c'est la toute première dédicace. C'est un grand jour quand même. Donc je lui impose en interview le jour où elle est comme ça parce qu'elle a peur de sa dédicace. Non, quelle cruauté. Ça va, si ça ressemble à ça l'enfer, c'est cool. Et du coup, tu te sens comment la veille de quelques heures de ta première dédicace? Un peu stressée. Mais est-ce que c'est la directrice qui est stressée ou est-ce que là c'est juste l'autrice? Les deux. Là, honnêtement, elle veut pas être juste l'autrice. Hein. Là, tu devrais profiter du moment d'autrice. Ouais. Parce que là, les gens qui viennent voir, c'est pas la maison d'édition, c'est toi. Oui, tout à fait. Là, ils viennent voir l'autrice. Mais tu sais, peut-être que ça va être un électrochoc et je vais me rendre compte que les gens, ils n'en ont rien à faire que ce soit Édition Le Vent, ils veulent juste que ça soit l'autrice qui parle de son livre. Et là, je vais me dire, ah ouais, c'est vrai que c'est moi qui ai écrit ce livre, c'est pas la maison d'édition. Ouais, parce que je pense qu'il y a vraiment de ça aussi. Hein. Tu sais, par exemple, pour le fait de présenter ton livre, je me souviens, il y a quelques années, Marie Vareille, elle avait une chaîne avant. Ouais. Marie lit en pyjama, il me semble. Et elle me faisait rire parce qu'à chaque fois, alors elle faisait pas de point lecture sur ses romans, bien sûr, mais elle allait faire genre des tops ou la lecture parfaite pour l'été. Et dedans, elle te glissait son roman. Oui. Je trouvais ça génial parce que c'était une façon de présenter elle-même finalement son livre. Ouais. Et je trouvais ça bien parce que finalement, l'auteur est quand même le mieux placé pour présenter pas le critiquer, mais en tout cas le présenter. Et je trouvais ça vachement bien, quoi. Et c'est vrai que tu pourrais faire un top des lectures d'automne, quoi. Et paf, tu sens mille Ouais, je sais pas, moi j'aurais du mal. Je me sentirais pas légitime, tu vois, de le faire. Bah ouais, mais ce serait normal en vrai. Oui, non, mais tout à fait. Mais c'est vrai que moi, tu vois, je couperais le truc et je me dirais, arrête, c'est vraiment ridicule. Bah après, pourtant, ta chaîne, c'est aussi un support, donc c'est important de t'en servir. Tout à fait. C'est comme ça que tu fais découvrir ton travail. Puis là, du coup, tu montres un petit peu les coulisses de la maison d'édition. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, parce que si vous voulez en apprendre plus sur l'entrepreneuriat et tout, moi, je trouve ça super intéressant. Donc c'est vrai que Sarah nous présente vachement. Tout, de ce qui va bien, de ce qui va pas bien. Et du coup, la question que je pose tout le temps, c'est, il y en a qui n'aiment pas, mais moi, je veux que tu nous conseilles tes 3 livres. Mais vraiment, genre les 3 livres qui, pour toi, t'ont construit en tant que lectrice. Ok. Alors le premier, évidemment, ça ne sera pas très original, mais Léo de Relevant, que je conseille, donc d'Émilie Bronté, qui a inspiré la maison d'édition. Dont pour moi, c'est une résonance particulière parce qu'il faut savoir que voilà, je l'ai lu du CM2 à la 6e. J'étais toute jeune, forcément, j'avais entre 9 et 10 ans. T'étais vachement jeune quand même pour lire ça. Hein. Et en fait, je me souviens qu'après ça, je l'ai lu. Je me suis dit, ok. Alors déjà, j'adorais l'ambiance un petit peu gothique, pesante, sombre, etc. Et je me suis dit, il y a un truc qui m'échappe. Donc là, j'ai lu tout ce qui se passait sur la vie d'Émilie Brontë. Je me suis dit, qui elle était, qu'est-ce qu'elle était, etc. Et là, je me suis rendu compte que c'était une fille qui était toute seule dans le petit vicaire, avec ses sœurs, qui n'ont jamais vu de mec à part à l'église, etc. Et qui s'est imaginé, ex nihilo, une relation comme ça, entre un homme et une femme. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et je pense que ça a aussi amené toute ma fascination pour les liens et les relations, notamment avec l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Donc il y a quelque chose de très pesant, mais ça aussi, ça, tu vois, ça questionne sur plein de choses. Et je trouve ça incroyable, en fait. C'est comme les gens qui peuvent écrire et te donner l'impression d'être dans un pays alors qu'ils n'y sont jamais allés. Ça, c'est incroyable. Absolument fantastique. Alors, ils ont juste fait du Google Maps et ils gèrent. Et ça, voilà, je trouve ça incroyable. Le deuxième qu'il faut lire... Le deuxième qu'il faut absolument lire, Le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, qui est un de mes livres préférés, dont une citation qui est la citation de ma vie et qui est la même depuis que j'ai 10 ans, donc je pense qu'elle reste pas mal parce que ça fait quand même déjà 17 ans que c'est comme ça. Donc portrait de Dorian Gray, qui est toute une métaphore, un questionnement philosophique sur soi, sur les dérives de l'être humain et surtout sur toutes les vices, les vertus. En fait, il y a énormément de leçons philosophiques, de leçons de vie. Alors, des leçons de vie tirées d'Oscar Wilde, on les accepte pas. Mais moi, c'était vraiment un roman qui m'avait percutée parce que ça m'avait vraiment posé plein de questions.
Et voilà, je trouve qu'il est vraiment génial. Enfin, je pense qu'on connaît tous l'histoire de Oui. Dorian Gray. Et le troisième... Faut que ça m'ait marqué, genre vraiment mes préférés. Il faut qu'il y ait une vraie importance pour toi, quoi. Un truc que tu vas recommander facilement parce que tu sais qu'il va apporter quelque chose, quoi. Et bah, moi, je lirais Les choses humaines de Corinne Thune, qui est sorti il n'y a pas terriblement longtemps, mais qui est incroyable. Je pense que c'est un livre qui devrait être d'utilité publique et qui devrait être imposé en lecture au collège pour les jeunes gens et même les gens qui sont un petit peu plus vieux, mais c'est une histoire fantastique qui est très intéressante. Il faut savoir que Corinne Thune est très proche de l'avocature, de la magistrature. Elle a été aidée pour construire ce roman pour que, juridiquement parlant, et là c'est l'avocat qui vous parle, il soit injugeable, vraiment injugeable. Mais en fait, c'est l'histoire d'une femme qui est essayiste, féministe, qui est mariée avec un homme très connu, un peu à la Michel Drucker, voilà, un personnage public comme ça. Ils ont un enfant très brillant qui va aller dans une prestigieuse université américaine jusqu'au jour où il est accusé d'un viol. Qu'est-ce qui se passe quand nous, en tant que femmes, qui luttons tous les jours contre ce genre de choses, on se retrouve avec notre chair, la chair de notre chair, qui est impliquée là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ressort de l'être humain? C'est passionnant, vraiment c'est passionnant. Ça questionne sur plein de choses et je trouve que ça remet plein de choses en question. Nous, tu vois, quand tu fais des études d'avocat, alors moi franchement c'était pas trop mon cas parce que j'étais pas du tout vers une fille pénaliste. Enfin, moi j'étais fiscaliste des affaires, hein, donc voilà. Mais du coup, les pénalistes, on leur dit souvent oh, mais moi je pourrais pas. Oh, mais défendre un tueur. Oh, mais défendre un violeur. Et t'imagines si c'était ton père. Non, t'imagines si c'était ta fille. T'imagines si c'était ta sœur qui avait été violée. Et là, tu lui dis oui. Et imagine si c'était ton père ou ton frère ou ton fils qui serait accusé d'un viol. Est-ce que tu n'aimerais pas que quelqu'un porte sa voix et le défende? Parce qu'en France, on a quand même un truc qui s'appelle la présomption d'innocence. Donc, à l'ère du MeToo, etc., c'est extrêmement passionnant parce que vraiment, ça peut être tous les avis, c'est très subversif. Moi, je trouve qu'elle s'est attaquée à quelque chose d'assez immense. Et d'un point de vue moral, c'est passionnant. Alors, ça prend appui sur, je crois que c'est l'affaire de Stanford, je crois que ça s'appelait comme ça. Il s'est vraiment passé quelque chose. Mais vraiment, c'est extrêmement intéressant. Et je pense que, voilà, comme je disais, à l'ère du MeToo, à l'ère des réseaux sociaux, où on a tendance à affaiblir petit à petit et, tu vois, à gratter comme ça les limites de la présomption d'innocence, avec l'avènement aussi de tout ce courant woke qui est hyper important quand même et qui ouvre la parole sur plein de choses, il y a une balance qui est vraiment très très faible et très difficile à faire où si on tend d'un l'autre ça peut être dangereux, si on tend de l'autre ça peut également être dangereux. Et vraiment les choses humaines, moi je le trouve passionnant, je les fais lire absolument tout mon entourage. Il faut vraiment le lire parce que je pense que voilà, c'est un fait d'actualité et c'est quelque chose qui marquera après parce qu'on verra les choses totalement différemment. Ouais, c'est quelque chose qui va te faire te poser des questions, quoi. Ouais. Ça me fait penser au livre de Mathieu Ménégo, Femmes en colère. Je l'ai pas lu, tu vois. Ça fait présentatrice téléachat. Depuis tout à l'heure, il est là et personne ne me le dit. Non, mais quand même. Ça fait mannequin main. Vous voyez, il est beau, hein. Et il tient tout seul. C'est l'argument de vente, ça. Ouais, ça c'est tout pensé. Mais au moins, tu casses pas le dos, tu fais rien, c'est trop bien. Ouais. C'est ce qu'il faut se dire. On aurait dû le mettre là, comme ça, tu vois. Oui, c'est clair. Voilà. C'est un peu quoi cette fin de vidéo? Bah oui, écoute, c'était les achats. Exactement. Je vais vous mettre un numéro de téléphone si vous voulez le commander. Tu sais, un truc à vie comme ça. Non, mais si vous voulez le commander, vous pouvez le commander chez votre libraire, également sur notre site, donc des éditions Le Vent. C'est moi qui fais les petits envois. Donc si vous mettez un mot doux dans la commande, c'est possible que je vous mette un marque-page ou un petit mot doux à votre tour. Donc, voilà. Putain, vous négociez le truc avec des mots doux et tout. C'est beau, hein? T'as vu? C'est bien l'argument de vente. C'est mieux que le livre qui tient tout ouvert. Ouais, alors c'est bien, c'est bien. Moi je dis, elle vous vend le truc avec un mot doux. Moi quand je vous vends des trucs, je vous dis, ma nièce vous fera un petit mot. Tu vois, chacun son truc. Hein. Chantage affectif, ça marche très bien. Non, ça marche, ouais, il paraît. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions, d'avoir partagé ce moment. Et j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je les transférerai à Sarah. Je transmettrai tout. Et je vous mets tous les liens en barre d'infos donc, de la chaîne de Sarah, de son livre. Et de l'autre, si je trouve des occasions, je vous les mets, mais peut-être qu'ils seront plus dispo quand vous cliquerez sur le lien, mais bon, je les mettrai quand même. Et voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Steph. Et puis merci à vous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, en tout cas que vous avez passé un bon moment en buvant un petit thé comme Sarah. Et je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain Piquite et Papote. Et en attendant, il y aura plein d'autres vidéos. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye. À bientôt, au revoir.